Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui n'est pas habituel au cours de méthode numérique. On va faire des mesures expérimentales. Alors, regarde. J'ai mesuré le poids d'un caillou en le mettant sur une balance. Et il me dit que notre ami le caillou pèse exactement 362 grammes. Plus exactement, c'est un morceau d'une brique de ma cave. Vous voyez, ma cave a des briques un peu bizarres. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est connaître la masse volumique de ma brique. Connaître le poids, c'est facile. La question, c'est comment trouver le volume de ce bloc un peu bizarre. Alors, j'ai un truc à faire pour le voir. C'est, tu prends, tu vois, un bloc avec de l'eau et des graduations. Tu mets le caillou et tu mesures la différence de volume. Et l'intérêt, c'est que la différence de volume, il suffit après d'en déduire la différence de volume d'eau pour avoir la masse volumique du caillou. Donc, si tu veux avoir la densité d'un caillou, tu mesures le poids du caillou, tu mesures son volume en le mettant dans un bloc en haut et tu regardes la quantité d'eau qui est partie et tu as le volume. Ok? Bon, donc, c'est ça le principe de base de l'exercice. C'est, j'ai un caillou, j'ai fait des mesures pilou de masse. Donc j'ai la masse du caillou et j'ai le volume du caillou. Et à partir de ces mesures de masse et de volume, je voudrais en déduire la masse volumique ou la densité de notre caillou. Ok? Alors pour faire ça, je suppose que j'ai un petit groupe. Et voyez, j'ai un petit groupe de travail avec 3 étudiants. Miguel est un étudiant sérieux. C'est un étudiant extrêmement brillant. Il a déjà fait les cours de l'année prochaine et de l'année après. Quand il fait 19 à un examen, il revient en pleurs chez lui parce qu'il trouve que c'est mauvais. Quand il fait 20 sur 20 et qu'il a les bisous de Jean Didou en physique, il est content. Il y a Julie. Julie est une étudiante méritante. Mais malgré son travail acharné, elle n'obtient pas toujours des notes aussi brillantes que celles de Miguel. Mais Miguel, c'est le top du top. Tu vois, la moyenne de Julie, c'est 14 sur 20. Et puis, on a Alphonse. Alphonse, son titre de gloire, c'est d'être le roi des Bleus. Pas de cette année-ci, parce que cette année-ci, il n'y a pas eu ce genre d'activité socio-culturelle. C'est un bisseur. Il a eu le roi des Bleus en 2019. Vous savez, à l'époque où le CI était encore ouvert. Et lui, il se ferait bien une petite soirée à la casa. Ça, c'est mon groupe 1769. Et tu vois, donc, la moyenne de Miguel, c'est 19 sur 20. La moyenne de Julie, c'est 14 sur 20. Et la moyenne d'Alphonse, c'est 2 sur 20. Ça explique pourquoi ils vissent. Ok? Donc, l'idée de base, c'est on voudrait calculer, pilou, la masse volumique de ce caillou. Alors, comme tu le sais bien, la masse volumique du caillou, pirlou, elle est obtenue de la manière suivante. On a ρ, qui est une fonction de la masse et du volume, et obtenue par masse divisée par le volume. Évidemment, quand Miguel mesure la masse, il utilise une balance et il fait une erreur expérimentale. Quand Miguel mesure le volume et calcule la quantité d'eau qu'a déplacé mon caillou, il fait une erreur. Évidemment, Miguel est un homme précautionneux. Il a fait des mesures précises. Julie est un peu plus maladroite, mais elle a fait des mesures précises aussi. Alphonse, d'abord il a mis le caillou, non pas dans de l'eau, mais dans de la bière, en disant « Ah, ça serait rigolo ça avec de la bière !» Et il a estimé le poids en jetant quasiment le truc en l'air, mais il a donné une valeur. Et donc tu vois que Miguel a dit, pour moi, la masse volumique c'est 6. Julie a dit, pour moi, la masse volumique est 5. Et Alphonse a dit, moi c'est 1, c'est rigolo 1. Et la question, c'est
Le groupe doit donner la valeur du groupe. Va-t-on donner celle de Miguel? C'est quand même le plus intelligent. Ou va-t-on donner une moyenne entre celle de Miguel et Julie? Vous savez, le mouvement MeToo. Oh! On va quand même pas tenir compte de la vie de notre ami Alphonse, le bourré de service. Lui, qu'il a cherché les bières, qui nettoie le local. Eh ben, tu vas découvrir que quand on a 3 mesures indépendantes, même celle de l'étudiant le plus bizarre permet d'améliorer la précision. Alors, regarde, tu as ρ qui a obtenu m. Alors, ce qu'on peut écrire, c'est cette expression-ci, c'est dρ, un petit incrément, une erreur, va être obtenue comme dρ dm fois un petit incrément dm plus dρ dv, un petit incrément de dv. C'est une différentielle. Alors on peut calculer les dérivées partielles. Celle-ci, c'est 1 sur v. Celle-ci, bon, ça c'est un peu plus compliqué, c'est moins m sur v carré. Et ça nous permet d'estimer quelle sera la précision de ρ à partir des erreurs de mesure sur la masse et sur le volume. Et ça s'écrit de la manière suivante. Alors ce qui nous intéresse, c'est les valeurs absolues. Et on écrit que l'erreur sur la masse volumique va être égale à 1 sur v carré, ouvrez la parenthèse, v, la valeur absolue de l'erreur de mesure sur la masse, plus, eh oui, les erreurs s'accumulent, m fois l'erreur de mesure sur le volume, comme ceci. Bien noté le signe ici. Cette relation, elle est fondamentale en physique quand on fait des mesures expérimentales. On a fait une mesure expérimentale de la masse, on a fait une mesure expérimentale du volume. Ces 2 mesures expérimentales sont entachées d'erreurs et pirlo, tu sais ce que tu vas faire? On va maintenant estimer la précision qu'on va avoir sur durée. Comme ce résultat est fondamental, on va le mettre dans une petite boîte bleue, comme ça. Voilà. OK? Alors, donc fondamentalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre ami Miguel. Il a fait une mesure, c'est un peu gros ça, on va le faire plus fin. Il a obtenu une valeur ρ1. Et comme il a été précis, ça mesure quand on met une petite barre d'erreur, comme ça, voilà, avec un écart type. Quand on a des mesures expérimentales, en général, on met des barres d'erreur. Et ceci, c'est ce que je vais appeler sigma 1, c'est un écart type. Julie, elle a fait une autre mesure, celui-ci c'est 6. Elle a obtenu ρ2 qui est égal à 5. Mais ce qu'on a dit, c'est que notre amie Julie est un peu moins précise et donc la barre d'erreur, elle est plus grande comme ça. Et puis ce qu'on a dit, c'est que Alphonse, il a obtenu ρ1, ρ3 qui vaut 1, mais lui, il a une très grande barre d'erreur parce qu'il est très imprécis. Voilà la barre d'erreur de notre ami Alphonse. OK? Alors, la question, c'est comment faire une moyenne entre ρ1, ρ2 et ρ3 de la manière la plus intelligente. Alors, pour faire ça, on va faire une moyenne qu'on va écrire comme ça. ρ est égal à une combinaison linéaire de alpha i, ρ i. Et si on veut calculer l'écart type, ou plus exactement l'écart type au carré de la moyenne, ce qu'on va appeler sigma bar carré, ce qui a le joli nom de variance. Le carré de l'écart type, c'est la variance.
on peut montrer que ceci est égal à alpha i sigma i au carré. Et ce qu'on veut, c'est faire une moyenne pour minimiser sigma bar. Donc on voudrait que l'erreur de la moyenne soit le plus petit possible. Alors, pour obtenir ça, il y a un truc évident, c'est que si tous les trois sont d'accord, il faut que la moyenne soit égale à la même valeur. Si Miguel, Alphonse et Julie disent que ça vaut 6, il faut que ρ bar soit égal à 6. Pour que ρ bar soit égal à 6, il faut que la somme des poids vaille 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle une estimation sans biais. Bon, alors l'idée de base, c'est quand même que Miguel, il est plus précis. Et alors, ce qu'on a comme idée, c'est qu'on va choisir alpha i, qui est inversement proportionnel à l'écart type. Plus sigma i est petit, plus on va dire que le poids associé à une mesure est important. Et puis, comme je veux que la somme soit égale à 0, je divise ça par la somme. Ça, c'est la manière de combiner les résultats. Et c'est un truc extrêmement intéressant pour pouvoir améliorer la précision. Alors regarde, suppose que tu fais une mesure avec un écart type systématique de 15. OK? Et que tu fais la moyenne de 800 mesures indépendantes. OK? Eh bien, la pondération de toutes les mesures va être la même, c'est 1 sur 800. Eh bien, on peut montrer que dans ce cas-là, sigma bar sera égal à 0,53. Tu vois, tu avais un écart type important. Si tu répètes de manière indépendante, attention, le mot indépendant est important, la mesure, le truc. Alors, pourquoi tu obtiens ça? Bah, c'est facile, on va te faire une petite démonstration sous le truc. J'ai dit que sigma bar, c'est égal à la racine carrée de la somme de alpha i sigma i au carré. Comme tous les sigma i sont égaux, ça va faire 15 fois la somme des alpha i au carré. Les poids, c'est 1 sur 800. Et donc, cette expression-ci, pilou pilou, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 800 fois 1 sur 800 au carré. Et donc, tu as bien que ce truc-là est égal à 15 sur le radical de 800. Et ça, c'est égal à 0,53. Ah ouais! Ok? Ouais, j'ai dessiné un peu bas le truc. On va un peu soulever le bazar pour que tu vois mieux. Hein, là, il y a bidou bidou comme ça. Et on va soulever un petit peu le truc comme ça. Voilà, là tu vois mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais fondamentalement, tu vois qu'ici, avec nos 3 étudiants, je vais donner 19 comme poids à Miguel, 14 comme poids à Julie et 2 comme poids. Maintenant, il faut que la somme des poids fasse 1. Et 19 plus 14 plus 2, ça fait 35. Et donc, je vais donner comme poids respectif ici 19 35e, 14 35e et 2 35e. Donc ça, c'est alpha 3, ça, c'est alpha 2, ça, c'est alpha 1. Et donc, tu vois que si j'ai 6, 5 et 1, en prenant cette pondération-là, je vais obtenir 5,75. Et, étonnamment, le fait d'avoir tenu compte de l'avis d'Alphonse, tu sais, celui qui n'en fout pas une, celui qui raconte n'importe quoi, eh bien, améliore la précision de la moyenne. Le message extrêmement important de ce que je viens de raconter, c'est que l'avis de tout le monde peut améliorer la précision, même de celui
qui est le moins précis. La précision de la moyenne d'Alphonse, Julie et Miguel sera plus précis que le résultat de Miguel tout seul. Le 5,75 est plus précis que le 6. Le 5,75 est plus précis que si j'avais simplement considéré la moyenne de 6 et de 5. Le 1, le 2 de notre ami Alphonse a amélioré le résultat. Ok? Et donc, même si toutes les mesures n'ont pas la même précision, en faisant une moyenne intelligente, en tenant compte de la précision relative des moyennes, on peut obtenir un meilleur résultat. Et alors, ce qui est gai avec Python, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 800 mesures indépendantes. On peut modéliser les mesures avec des variables aléatoires. Et vous avez une variable aléatoire random qui va me donner des mesures avec un écart type de 15, une valeur moyenne de 500, et on va faire 800 tirages. Et quand je fais 800 tirages, regardez bien, il y a 66% qui tombent dans l'écart type. Il y en a qui tombent un peu, mais pas beaucoup. Alors regarde maintenant, j'ai fait mes 800 mesures indépendantes et je vais faire des moyennes. Toujours avec Python. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que quand je fais les moyennes, l'écart type se resserre. Les mesures se resserrent. Donc j'ai chaque fois fait 800 mesures. Et puis, vous voyez, j'ai fait une moyenne de 10 mesures. Donc toujours, à la fin, j'obtiens 80 moyennes de 10 mesures. Et si je fais la distribution de 80 moyennes de 10 mesures, vous voyez, l'erreur s'est fortement resserrée. Ça veut dire que si je fais plein de mesures indépendantes avec une simple latte de mon caillou, eh ben, en faisant les moyennes successives de mesures indépendantes, le mot indépendant est très important, je vais avoir une précision qui peut devenir de plus en plus précise. Évidemment, si tu fais les mesures et que les ouvriers trichent et qu'ils recopient tous la même valeur, ça ne marche pas. Mais si tu supposes que chacun vient mesurer de manière indépendante et note le résultat sur une feuille de papier, eh bien, ça deviendra de plus en plus précis. Ouais, c'est comme ça qu'on fait avec des sondages imprécis. On a un grand nombre de sondages avec des marges d'erreur importantes. Quand on combine tous ces sondages, on peut devenir de plus en plus précis. Alors, la question, est-ce que ça marche pour les méthodes NUM? Eh bien, oui et non. Par exemple, un truc où ça marche vachement bien, c'est les modèles climatiques. On a plein de modèles climatiques qui donnent des résultats qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on fait la moyenne de tous ces modèles climatiques, eh bien, ils deviennent de plus en plus fiables. Si les modèles sont réellement indépendants. Ouais, ça, c'est un peu le petit point faible. Parce que t'imagines que tu as un modèle qui est complètement bizarroïde, où tu dis que le climat va refroidir, va être difficile de le publier dans une revue de climatologue. Hein. On va te dire, oh, ça c'est aseptique. Enfin, quoique parfois, c'est quand même marchand. Mais globalement, c'est un exemple où vous avez des modèles indépendants. Et quand on fait la moyenne de tous les modèles, tu vois, hein, les modèles pour le coronavirus, quand tu fais la moyenne de tous les modèles, tu peux penser qu'éventuellement, on a une prédiction fiable. Par contre, il y a un endroit où ça ne marche pas. C'est suppose que tu as fait l'intégrale. Une intégrale avec une même méthode, avec un pas 2H, avec un pas H, avec un pas H', avec un pas H4. Et si tu faisais la moyenne sur la manière dont je l'ai expliqué, tu trouverais une valeur entre H2 et H4. Et en fait, la valeur, elle est un peu de l'autre côté. Tu vois, j'ai tracé la courbe là, de l'intégrale en fonction de H. En fait, je fais une extrapolation. Et là, ce que j'ai raconté n'est plus exact. Et donc, ça, c'est l'histoire du prochain épisode.
comment est-ce qu'à partir de plusieurs mesures numériques, je peux faire une moyenne intelligente. Ah! Reste à l'écoute, c'est le prochain épisode.